Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h15, soyez toutes et tous les bienvenus dans votre émission L'économie autrement sur Radio Grand Lac. C'est tous les 15 jours, le mardi de 18h15 à 19h15. Et dans chaque émission, on aborde une nouvelle thématique. Cette fois-ci, on va parler de financement des collectivités locales. Suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, baisse des impôts de production, de nombreuses baisses de recettes et aussi des hausses de dépenses avec notamment la facture énergétique. Boucler un budget dans une commune devient parfois un vrai casse-tête et c'est dans ce contexte que la Cour des comptes a engagé depuis quelques mois une réflexion sur les scénarios de financement des collectivités territoriales, telles que les régions, départements ou encore les communes. La Cour des comptes qui évoque déjà une trop grande dépendance avec l'État et un système, je cite, à bout de souffle. L'occasion pour nous de nous demander comment est ficelé un budget communal, qu'est-ce que peut faire un maire, quelles sont ses prérogatives, pour quel projet, avec quel argent, on en parle maintenant. Antoine Vieillard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Grand Lac. Vous êtes conseiller en stratégie et en management. Vous êtes également dirigeant de Kinetic Consulting. Et pour celles et ceux qui vous connaissent bien et qui connaissent bien ce territoire, vous êtes ancien maire de Saint-Julien en Genevois. C'est bien ça? C'est ça. Exactement. Alors si on vous a invité, c'est pour parler effectivement des collectivités locales. D'ailleurs, dans le jargon collectif, on parle de collectivités locales, de collectivités territoriales. C'est quoi la différence en fait ? Alors, le terme de collectivité territoriale, c'est un terme qu'on trouve dans la loi et qui désigne tous les échelons locaux, c'est-à-dire les régions, les départements, les communautés de communes et les communes. Les collectivités locales, c'est un terme qu'on emploie plutôt dans le langage courant et qui désigne plutôt l'échelon le plus local, c'est-à-dire essentiellement les communes et les communautés de communes. Donc le vrai terme, c'est collectivité territoriale, hein, c'est ça? C'est ça. Ok. Et c'est vrai qu'en France, quand on parle de collectivité territoriale, en fait, on ne sait plus trop, entre guillemets, à quel sens vouer, parce que on parle aussi bien de la commune, on parle de la communauté de communes, on parle de l'agglomération, on parle maintenant des métropoles, il y a aussi le département, la région. Bref, on s'y perd un peu, c'est un vrai millefeuille administratif. Alors c'est un millefeuille, très clairement, par rapport à la plupart des autres pays. Dans tous les pays, il y a un échelon national. Dans presque tous les pays, il y a un échelon communal. Et dans presque tous les pays, il y a un échelon intermédiaire entre l'un et l'autre. C'est comme en Suisse, par exemple, hein ? En Suisse, en Allemagne, vraiment en Belgique également. Mais il n'y a qu'un seul échelon intermédiaire entre la commune et l'échelon national. Alors que nous, on en a plusieurs. Alors nous, on a la communauté de communes qui veille à regrouper un peu les communes parce qu'on a une autre spécificité, c'est qu'on est aussi le pays qui a le plus grand nombre de communes rapportées au nombre d'habitants de son territoire. Combien ? On en a un peu moins maintenant, on est autour de 34 000. 34 000 communes en France. Oui, ce qui représente encore, on dit souvent 30 à 40% des communes à l'échelle européenne. Dans tous les autres pays, il y avait aussi beaucoup de communes, mais dans tous les autres pays, il y a eu un effort de regroupement des communes. D'accord. Qui se fait partiellement en France. Alors, un tout petit peu avec les regroupements de communes. Il y a 10% des communes à peu près qui ont fusionné. Il y avait 36 000 communes il y a quelques années. Et puis aussi un regroupement qui se fait au travers des compétences et des budgets, au travers des communautés de communes, où les communes de plus en plus travaillent ensemble et décident ensemble. Alors on va revenir dans quelques instants sur les compétences de ces différentes collectivités territoriales. Néanmoins, c'est ce découpage aujourd'hui, ce millefeuille comme on l'appelle, avant de venir justement sur les compétences de ces collectivités, eh bien elle a une histoire en fait, hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, d'où viennent les communes ? Les communes viennent de la Révolution, et à la Révolution, la décision a été prise que face à chaque curé, il fallait un maire. Ah, intéressant. Et donc, le découpage des communes, c'est le découpage des paroisses au moment de la Révolution. Et accessoirement, le découpage des paroisses au moment de la Révolution, c'est un découpage qui avait été décidé au Moyen-Âge, quand on a décidé de comment les paroisses seraient organisées. Et donc depuis, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé, et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui sur les compétences des communes, qui sont l'enseignement primaire, l'action sociale, parfois un peu le développement économique ou les routes communales. En fait, on décide à l'échelle des paroisses du Moyen-Âge. D'accord. C'est pour ça que les communautés de communes prennent de plus en plus d'ampleur, parce qu'elles permettent de plus en plus de penser non pas seulement à l'échelle des paroisses du Moyen-Âge, mais à l'échelle d'un bassin de vie pour les habitants. Donc en fait, les frontières des communes actuelles sont en fait les frontières des paroisses d'avant.
Tout à fait. Alors, sauf quand les communes ont été regroupées. De la même manière, les départements ont été créés, alors là plutôt au moment du Premier Empire après la Révolution. Et ça, c'est une unité militaire. C'est-à-dire que la taille du département, c'est une journée de cheval. Une journée de cheval, un département. Voilà. Et donc, pourquoi une journée de cheval ? Il fallait qu'en cas de révolte, de manifestation, l'armée puisse intervenir en une journée à cheval. Enfin, la cavalerie puisse intervenir en une journée. Et donc là encore, on se retrouve à penser le RSA ou la politique de la petite enfance, la protection maternelle et infantile, à l'échelle de la journée de cheval. Donc c'est l'échelon de la proximité quelque part. C'est un échelon de proximité, tout à fait. Mais c'est la question que se posent notamment ceux qui défendent l'idée que les régions doivent prendre plus d'importance, où les régions, elles, ont été pensées comme des bassins économiques. Alors au départ, il y en avait 22, oui. 23, pardon. Et 22, excusez-moi, je confonds. C'est 22, oui, c'est ça. Avec les cantons suisses. Elles ont été regroupées pour justement avoir des tailles qui soient plus comparables à leurs concurrentes européennes, qui étaient les régions espagnoles, les Länder allemands. Et c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs Auvergne-Rhône-Alpes, qui était la fusion d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Tout à fait. Alors on se retrouve en fait avec deux échelons qui sont deux échelons historiques, la commune, donc à l'échelle de la paroisse, le département, l'unité militaire, et puis deux échelons qui sont un peu plus récents, la communauté de communes qui est à l'échelle du bassin de vie, et la région qui est à l'échelle du bassin économique. Et chacune de ces collectivités territoriales a un rôle, un type d'intervention particulier. Que fait la commune, que fait le département et que fait la région ? On va se limiter à ces trois-là. Hein. Oui. Alors, la région, les grandes compétences de la région, il y a le développement économique, il y a les lycées, il y a la formation professionnelle, ça c'est les grands territoires de compétences. Oui. Et on voit ces trois questions, c'est des questions qui sont essentiellement économiques. Il y a le tourisme également. Et puis maintenant, il y a le transport. Toutes ces questions sont pertinentes à l'échelle d'un bassin économique. Le département, ses grandes compétences, ce sont les routes, toute l'action sociale. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le RSA, la petite enfance, l'intégration. On dit souvent le social, en fait, le département. Le social est sa première compétence. Sa deuxième compétence, c'est les routes. Et sa troisième compétence sont les collèges. Les ronds-points. Donc, il n'y a plus de route nationale. On parle, de temps en temps, dans le langage courant, on parle encore de route nationale. Il y en a quelques-unes, mais c'est très rare. Maintenant, on dit route départementale. Ce sont des routes départementales. Et la commune, qu'on peut regrouper avec l'intercommunalité, parce qu'en fait, de temps en temps, selon les lieux, il y a certaines compétences qui sont à l'échelon communal ou à l'échelon intercommunal. Donc là, les grandes compétences, c'est les écoles, c'est le sport, la culture, c'est l'action sociale. Il y a aussi un peu de développement économique. Il y a aussi l'eau, l'assainissement, les déchets. Tout ça, c'est à l'échelon commune-intercommunalité. Alors, dans cette émission, pour toutes les auditrices et les auditeurs, et ils sont nombreux à nous écouter ce soir, bien évidemment, on va parler de la commune, qui est l'échelon de proximité. Néanmoins, une dernière question avant d'avancer vraiment concrètement sur le financement d'une commune, le budget d'une commune et ce que fait une commune. Il y a quand même une particularité dans notre région, c'est le Grand Genève, que vous connaissez bien, puisque vous avez été maire de Saint-Julien-en-Genevois, à la frontière franco-suisse. Le Grand Genève, finalement, c'est une particularité de cette région. Alors, effectivement, le Grand Genève, en fait, formellement, c'est ce qu'on appelle un groupement local de coopération transfrontalière. C'est une entité juridique qui n'existe que aux frontières de l'Union européenne avec un pays tiers. D'accord. Donc, en France, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir ce qu'on appelle donc un GLCT. C'est-à-dire que frontières du Luxembourg, de la Belgique, de l'Allemagne, on n'a pas ce genre de... Il y a d'autres modalités juridiques qui existent pour créer une entité commune. D'accord. Mais c'est au sein de l'Union européenne. Donc, c'est un petit peu plus simple qu'avec un pays tiers de l'Union européenne. Donc, il ne peut pas y avoir de métropole. C'est une particularité parce que cette métropole, elle est sur 2 pays. Et donc, il faut qu'on puisse organiser en fait la gouvernance de cette métropole. Et le Grand Genève vise à coordonner. Alors pour l'instant, le Grand Genève, il n'a pas un budget c'est surtout un budget pour faire des études ensemble, pour avoir une réflexion commune et des orientations communes. Mais il n'y a pas de décision d'investissement ou de dépenses de fonctionnement propre. Il n'y a pas d'assemblée délibérative publique comme ça peut. Il n'y a pas d'élection qui permettent de désigner les élus du Grand Genève. Pour l'instant.
Pour l'instant, ça pourrait tout à fait évoluer. C'est-à-dire qu'on peut imaginer à l'avenir qu'il y a une vraie coopération à l'échelle du Grand Genève finalement sur plein de sujets. C'est peut-être ce qui est anticipé, peut-être, j'imagine. Ah, je pense que s'il faut plus imaginer, je pense que ça sera indispensable en fait. Ça prendra le temps que ça prendra selon l'ambition des élus qui seront appelés à le faire. Mais en fait, si on veut gouverner cette agglomération, il faudra des institutions pour le faire. Alors, on va parler de la commune, on l'a dit dans cette émission. D'abord, quelles sont les compétences précises d'une commune ? Vous avez déjà commencé à le dire tout à l'heure. Est-ce que néanmoins, on peut aller un peu plus dans le détail ? Qu'est-ce que fait un maire concrètement au quotidien ? C'est quoi la journée type d'un maire ? Alors, je reprends un tout petit mot d'histoire, parce qu'en fait, je disais tout à l'heure que ça venait des paroisses. Et en fait, quand on regarde les compétences des communes, en fait, on voit qu'il y a aussi des racines historiques de ce que faisaient les paroisses. La première des compétences, c'est l'enseignement primaire. Et la paroisse, la première des choses qu'ils faisaient, c'était le catéchisme. Et donc, on voit un peu, quand je disais face à chaque curé, il devait y avoir un maire. Oui. Face au catéchisme, il devait y avoir l'enseignement public. Une des deuxièmes actions importantes des communes, c'est l'action sociale. Et de la même manière, les paroisses s'occupaient aussi de l'action sociale. Et une troisième action, alors qui aujourd'hui, d'un point de vue budgétaire, est plus marginale, mais qui est quand même décisive au quotidien, et c'est souvent la raison pour laquelle la plupart des Français ont l'occasion de voir leur maire, c'est l'état civil. Et là encore, les paroisses s'occupaient de l'état civil. Donc les naissances et décès. Naissance, décès, mariage. Et donc, ça, c'est trois choses qui sont historiquement issues des paroisses, mais depuis s'ajoute le sport, la culture, la voirie communale, les aménagements publics. Mais quand on regarde quand même les différentes compétences, je parlais de l'enseignement primaire, ça concerne beaucoup les familles, enfin essentiellement les familles. L'action sociale, ça concerne pas mal les familles. Sur les équipements sportifs et culturels, ça concerne aussi beaucoup les familles, pas exclusivement. Et donc on voit qu'en fait la commune, c'est un échelon qui s'occupe beaucoup des familles notamment les familles avec enfants. Mmh. Et ça, c'est aussi une spécificité qu'on peut voir entre les différents échelons, là où le département, lui, est très axé sur la petite enfance, donc le 0 à 3 ans, et le grand âge. Dans la part de ses dépenses, c'est une collectivité qui est très concentrée sur ces créneaux de génération. Alors, on parle de la commune dans cette émission. On parle d'économie aussi. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On sait que le PIB, la dette sur PIB en France, c'est 112% à peu près, assez élevé effectivement et en progression après le Covid. Est-ce qu'on a des données sur l'endettement moyen d'une commune ? En tous les cas, est-ce que la commune a une capacité à s'endetter aussi forte qu'un État proportionnellement au nombre d'habitants? Alors, le ratio qu'on regarde le plus souvent dans les communes, c'est le ratio de désendettement. Oui. Et d'ailleurs, accessoirement, j'invite tous vos auditeurs à regarder en fait les comptes de leur commune. Tout est en ligne. C'est transparent. C'est transparent, facilement accessible. Et on rappelle que les conseils municipaux sont publics. Les conseils municipaux sont publics, et toute la documentation financière est vraiment aujourd'hui très facilement accessible et est très simplifiée pour que tous les citoyens puissent connaître la situation financière de leur commune. Et donc, vous pouvez regarder quel est le ratio de désendettement de votre commune. Donc, on regarde ça par rapport, il y a deux notions clés. Il y a la capacité d'autofinancement de la commune, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui reste à la fin de l'année quand elle a dépensé toutes les dépenses courantes. Sa capacité d'épargne, en fait. C'est sa capacité d'épargne, tout à fait. Et ensuite, il y a la dette, et on divise l'un par l'autre. La dette par la capacité d'autofinancement, et ça fait grosso modo le nombre d'années nécessaires à la commune pour s'acquitter de toute sa dette si elle consacrait la totalité de son autofinancement. D'accord. Et donc là, on est souvent sur des ratios autour de 6 à 7 ans. Donc ça veut dire que la commune a en moyenne 6 à 7 ans d'avance de trésorerie, c'est ça comme ça qu'on peut le dire ? Non, d'accord. C'est-à-dire qu'elle a une dette qui correspond à pour rembourser toute sa dette, il faudrait qu'elle consacre la totalité de son épargne pendant 7 ans. Donc elle est endettée pendant 7 ans en fait. Exactement, en gros. Tout à fait. Ce qui est beaucoup ou pas ? Alors, on considère que 8 ans, c'est une moyenne. À partir de 10 ans, ça commence à devenir dangereux. 12 ans, ça commence à devenir très dangereux. D'accord. Là, ça devient limite pour une commune, pour sa viabilité. Et donc, j'imagine, ce qui dépend, c'est la bonne gestion financière ou budgétaire. Alors, c'est la quantité de recettes aussi disponibles. Les dépenses, c'est comment on gère le budget, finalement. Alors, vous avez 3 facteurs qui sont essentiels. Il y a d'abord, évidemment, l'endettement. Et puis, il y a ce que vous dépensez par rapport à vos recettes. Donc,
Si pendant quelques années les recettes dérapent les dépenses dérapent par rapport aux recettes, votre capacité d'autofinancement elle va réduire. Et même si vous n'avez pas pris d'emprunt en plus, votre capacité de désendettement, elle va se réduire de manière rapide. Antoine Vieillard, vous avez été maire de Saint-Julien-en-Genevois. Je le disais dans le sommaire, qu'on est très dépendant finalement des dotations de l'État quand on est maire d'une commune. Vous le confirmez ? Alors, c'est pas le cas dans la zone frontalière. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a d'autres ressources qui font que les dotations de l'État sont pas significatives. Dans le cas de Saint-Julien, ça représentait à peine 5% de mémoire, alors qu'en moyenne en France, les dotations de l'État, c'est 25%. Par contre, l'État a drastiquement baissé ses dotations aux collectivités, notamment les communes, ces dernières années. Hein. Oui, alors l'État a réduit ses dotations aux collectivités, mais ça représente encore 25%, et 25%, c'est quand même... d'autant plus significatif que l'investissement des communes, c'est 15%. Donc l'État donne 25% de son budget aux communes. Non. 25% des recettes des communes viennent de l'État. Ce qui reste quand même un quart du financement, ce qui est quand même pas anodin. C'est pas anodin, et d'autant plus qu'il y a 15% de dépenses des communes qui sont sur l'investissement. C'est-à-dire que la dotation de l'État est supérieure à l'investissement des communes. D'accord. Et certains parlent de décentralisation. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, la décentralisation, c'est le fait de dire qu'on est moins dépendant du pouvoir central, parisien, diront certains, pour donner davantage de pouvoir, de liberté, quelque part, de gestion des collectivités territoriales. Vous pensez qu'il faudrait éventuellement faire un échelon supplémentaire ou une vague supplémentaire de décentralisation pour permettre justement peut-être aux communes d'avoir peut-être moins de dépendance vis-à-vis de l'argent de l'État ? Je pense qu'on peut gagner en efficacité en étant plus proche du terrain. Oui, tout à fait, et qu'il y a un certain nombre de décisions. Enfin, on le voit surtout sur nos territoires savoyards, où il y a beaucoup de spécificités et où les décisions nationales ne sont pas toujours les plus adaptées à nos réalités d'ici, sur le tourisme, sur l'industrie, sur le fait transfrontalier. Beaucoup de choses sont vues d'en haut, c'est ça, et en fait, les décisions mal comprises ici. C'est pas qu'elles sont nécessairement mal comprises, elles peuvent être très bien comprises à l'échelle de la France, mais la décision nationale peut ne pas être tout à fait pertinente dans notre contexte local. Et la décentralisation, ça permet de s'assurer que les décisions sont plus pertinentes par rapport au contexte local. Maintenant, la décentralisation, ça peut avoir un inconvénient, c'est d'avoir un territoire national qui est très différent. Et un risque aussi, c'est d'avoir des inégalités territoriales dans les différents territoires nationaux. Et on va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission sur Radio Grand Lac. C'est l'économie autrement. Il est 18h32. On parle aujourd'hui du financement des collectivités territoriales avec Antoine Vieillard, qui est l'ancien maire de Saint-Julien-en-Genevois et aujourd'hui dirigeant de Kinetic Consulting. Juste après la pause musicale, on va se demander comment une commune construit un budget. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h36, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac pour l'économie autrement avec notre invité Antoine Vieillard, le dirigeant de Kinetic Consulting, ancien maire de Saint-Julien-en-Genevois, et on parle aujourd'hui du financement des collectivités territoriales. Et dans cette deuxième partie, on va se demander comment on construit justement le budget d'une commune, quelles sont les principales recettes, quelles sont les principales dépenses et comment est géré tout simplement l'argent public dans une commune. Ça nous intéresse dès qu'on parle d'argent généralement. Et on va commencer avec les principales recettes. Et c'est vrai que dans une commune comme Aix-les-Bains, puisque nos studios sont à Aix-les-Bains, c'est vrai que le casino finalement est une recette non négligeable puisqu'en plus ici il y a 2 casinos. Alors, il y a des recettes qui sont spécifiques à certaines communes, puisqu'il n'y a pas des casinos dans toutes les communes. Donc peut-être que pour nos auditeurs, c'est peut-être avant d'arriver sur le casino, je vais parler peut-être des recettes générales. Bien sûr. Et donc la première des recettes, ce sont les impôts locaux. Donc la taxe foncière, mais il y a aussi la taxe d'habitation. Alors elle a été supprimée pour les résidences principales. Alors ça nous a pas échappé effectivement qu'on a beaucoup communiqué sur le sujet, qu'on a supprimé la taxe d'habitation pour les résidences principales, et forcément ça fait un manque à gagner pour les communes. Alors au départ, cette suppression elle a été compensée par l'État, donc c'est l'État qui payait les habitants ne payaient pas, mais l'État payait ce que les habitants auraient dû payer. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, ça a été remplacé par une augmentation de la taxe foncière qui revient à la commune. C'est-à-dire que la partie de taxe foncière qui revenait au département
a basculé sur les communes. Donc en fait, avant, il y avait la taxe d'habitation, on l'a supprimée, on a compensé cette perte de la taxe d'habitation par la taxe foncière, qui maintenant est totalement dédiée à la commune. Alors, commune et intercommunalité, mais plus le département. Donc, c'est transparent pour le contribuable, c'est financièrement transparent pour les communes. Ça ne l'était pas pour les départements, mais qui ont été compensés par ailleurs par l'État en direct. Et on a vu cette conséquence, en tout cas c'est comme ça qu'on peut le voir, c'est que depuis qu'on a supprimé la taxe d'habitation, les taxes foncières dans les communes ont drastiquement augmenté quand même. Pas toutes, non. Globalement. Il y a des communes qui l'ont considérablement augmenté, parce que, en fait, voyant que en fait, la taxe d'habitation baissait, pour un certain nombre de contribuables, ça a été neutre, mais en fait, le gouvernement, par cette suppression de la taxe d'habitation, voulait réduire le taux d'imposition, et dans certaines communes où les taux ont été augmentés, c'est la commune qui a bénéficié de cette baisse et pas les contribuables. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que la commune en a profité, c'est ça, pour augmenter les recettes? Dans certaines communes, certains élus en ont profité pour augmenter la taxe foncière en se disant... c'est le cas à Saint-Julien, effectivement, en se disant que les habitants n'y verraient que du feu, ce qui est malheureusement souvent le cas. Oui. D'accord. Par contre, il y a quand même de la taxe d'habitation aujourd'hui, parce qu'il y a la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Oui, résidences secondaires, exactement. Et votre territoire, le Genevois, est composé aussi de résidences secondaires. Alors, paradoxalement, parce que il y a peu de gens qui viennent passer leurs vacances à Saint-Julien-en-Genevois, mais il y a beaucoup de résidences secondaires, notamment pour des raisons fiscales. Et donc nous, on est à peu près à 10% de résidences secondaires, mais dans les Savoies, il y a des proportions de résidences secondaires qui peuvent être importantes. C'est-à-dire des Suisses qui ont une résidence secondaire en France, c'est ça? Dans le cas de Saint-Julien, c'est ça, mais ça peut aussi être des familles historiques qui n'habitent plus là, mais qui ont encore une propriété de famille. Il y a toutes sortes de situations, des gens qui ont plusieurs logements et puis qui doivent décider lequel est le principal et lequel est secondaire. On peut citer une autre commune aussi, Archamps, où il y a beaucoup de résidences secondaires aussi, en tout cas une certaine partie. Alors tout le pourtour de Genève est confronté à cette difficulté, mais sinon il y a aussi dans les communes de montagne, on a des proportions de résidences secondaires qui sont importantes. Et puis il y a la possibilité, alors c'était pour certaines communes jusqu'à présent, maintenant ça a été étendu, de majorer la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Et donc ça c'est une source. Donc tout ça, tous les impôts locaux, taxe d'habitation pour les résidences secondaires, taxe foncière, c'est 50% des recettes des communes en moyenne en France. Donc 50% des recettes des communes en France sont liées aux impôts, notamment tout ce qui est taxe foncière, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce qui est important. Hein. Ce qui est très important et ce qui crée un lien direct avec les habitants. La deuxième recette, ce sont les dotations de l'État. Ça représente le quart des budgets des communes. Donc ça, c'est la contribution de l'État. Donc c'est des financements qui viennent essentiellement soit de la TVA. Les principales recettes de l'État, c'est TVA ou impôt sur le revenu, et qui sont reversés à l'échelon communal. Après, il y a les produits des services. Oui. Donc une commune fournit un certain nombre de services et un certain nombre de ces services peuvent être payants. Par exemple, il peut y avoir le stationnement, la restauration scolaire, le cimetière. On fait payer parking, c'est ça? Voilà. Et donc tout ça génère les centres de loisirs, par exemple. Les terrasses. Les terrasses à la redevance d'occupation du domaine public. Quand quelqu'un occupe le domaine public, ça peut être aussi un promoteur. Les bars qui s'étendent sur les places, par exemple. Alors là, les communes peuvent, pour tous ces services qui sont facturés aux usagers, il peut y avoir une décision de la commune. Qu'est-ce qui doit être payé par l'usager, qu'est-ce qui doit être payé par le contribuable. C'est très rarement, c'est très rare qu'en fait le service soit payé à prix coûtant. Il est en général, l'usager ne paye pas la totalité du coût réel du service. Donc il y a toujours une partie qui est payée par le contribuable. Et il y a une partie qui est payée par l'usager. Mais selon la répartition que vous faites, vous avez des recettes des produits de service qui est plus ou moins importante. Donc, principale recette, on l'a dit, les taxes, notamment taxes foncières. Il y a la dotation de l'État. Il y a tous les services, notamment parking, terrasse. Vous m'avez parlé aussi de cimetière, c'est-à-dire cimetière? Les cimetières, vous avez les concessions. Cimetières. Donc, c'est assez marginal comme recette. Et en Savoie et en Haute-Savoie, il y a aussi les barrages. Alors, il peut y avoir des redevances de concession. Pour les communes concernées, ça peut être des recettes tout à fait conséquentes. Mais par contre, ça concerne une toute petite minorité de communes. Et il y a aussi une autre recette non négligeable en territoire frontalier, c'est ce qu'on appelle les fameuses compensations genevoises. De quoi s'agit-il ? D'un accord qui date de 1973, par lequel le canton de Genève a accepté de contribuer en fait aux charges publiques générées par le fait frontalier. En fait, dans la zone frontalière, comme les actifs travaillaient largement en Suisse, à Genève,
et qu'une des recettes importantes à l'époque, c'était la taxe professionnelle. Ces communes-là n'avaient pas de taxe professionnelle. Mais elles avaient des charges très importantes, et notamment liées à une croissance démographique qui était fulgurante déjà dans les années 70. Et donc, pour permettre à ces communes de faire face aux charges rendues nécessaires, sachant qu'elles n'avaient pas les recettes en face, le canton de Genève a accepté de reverser une partie de l'impôt sur le revenu qui était payé à la source par les frontaliers. Et on sait aujourd'hui que le département de la Haute-Savoie bénéficie de ces compensations genevoises. Alors, le département de la Haute-Savoie et de l'Ain, à l'époque, en 1973, il était décidé que c'était uniquement les deux départements frontaliers. Et donc, c'est une part de la masse salariale qui est versée aux communes, depuis quelques années aux intercommunalités également. Donc, il n'y a pas que le département, il y a aussi les communes. Non. Alors, ça varie entre la Haute-Savoie et l'Ain. En Haute-Savoie, c'est 45% pour le département. Et puis, alors ça a évolué. On est près de 10% pour les intercommunalités et près de 45% pour les communes de mémoire. De mémoire. Dans ces ordres de grandeur. Ordres de grandeur-là. Mais c'est vrai que c'est un effet d'aubaine, Antoine Villard, que la Suisse et l'État de Genève versent de l'argent à des communes françaises. Tout à fait. Alors, ça majore les recettes, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des charges en face qui sont colossales. Donc, notamment la croissance démographique fulgurante. On est à 3-4% de croissance démographique par an. Ça nécessite, dans une commune comme Saint-Julien ou Annemasse, de construire un groupe scolaire nouveau chaque mandat. 10 000 habitants supplémentaires en Haute-Savoie par an ? Ne serait-ce que... Alors, on est à même plus de 10 000, mais pour donner l'exemple de Saint-Julien, Saint-Julien était une commune de 3 500 habitants au début des années 70, et aujourd'hui, on est à 16 000 habitants. D'accord. Normalement, c'est ce type d'évolution, ça arrive en presque un siècle. 5 fois plus, hein. Oui, 5 fois plus en un demi-siècle. C'est une évolution qu'on constate sur des durées beaucoup plus longues qui permettent à d'autres communes de faire face à ces investissements. 5 fois plus d'habitants et aussi donc peut-être plus de recettes. Alors, il y a plus de recettes de fonctionnement, oui. Mais la difficulté, ce sont les investissements. Parce que l'école, vous allez l'avoir pendant longtemps, mais il faut la construire à un instant T. Et c'est à ce moment-là que vous avez la dépense. Alors, on va parler des dépenses, mais on reste sur les recettes. Donc, vous nous avez dit, effectivement, les taxes, notamment taxes foncières. On a les dotations de l'État. On a tous les services proposés par les communes. Donc, les terrasses, les parkings qu'on doit payer quand on va faire ses courses en centre-ville. Il y a aussi les concessions des cimetières, pour ne citer que ces exemples-là. On a parlé des barrages. Et puis, il y a aussi des recettes qui dépendent un petit peu de la physionomie de la commune. On a des communes qui sont plus industrielles, des communes qui sont plus touristiques. Bien évidemment, le niveau des recettes va différer aussi de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Alors, sur une commune touristique, d'une part, elle a beaucoup plus de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Elle a des dotations de l'État qui sont aussi beaucoup plus importantes. Par exemple, Chamonix a moins d'habitants que Saint-Julien, mais a des dotations de l'État très, très, très nettement supérieures. D'accord. Parce que l'État prend en compte le fait qu'à Chamonix, il y a peut-être que 8 à 9 000 habitants en moyenne dans l'année, mais il y a des pointes à 30, 40, 50 000 habitants. En pleine saison. En pleine saison. Et donc, du coup, dans la dotation de l'État, il y a une prise en compte, en fait, de ces habitants de pleine saison. Donc ça génère... puis il peut y avoir d'autres recettes en lien avec les équipements de montagne, ou les stations qui peuvent reverser aussi à la commune une partie de leurs recettes. Donc ça, c'est pour les communes touristiques. Ça, c'est pour les communes touristiques. Et puis, pour des communes industrielles, donc il y a une grande partie en fait des recettes historiques qui était la taxe professionnelle. Alors la taxe professionnelle a été supprimée, remplacée par d'autres types d'impôts, dont certains vont être à nouveau supprimés d'ailleurs prochainement. Mais par contre, ça a figé un historique de recettes qui est compensé entre les communes et les intercommunalités. Et donc, il y a des communes industrielles qui, du coup, bénéficient d'un montant qui correspond à leur ancienne taxe professionnelle. Comme par exemple toutes les communes industrielles, ici, Rumilly, pas très loin d'ici, mais... Vallée de l'Arve peut-être aussi. La Vallée de l'Arve vit énormément de taxes professionnelles, d'impôts d'entreprise. D'accord, donc ça c'est pour toutes les communes comme Cluses par exemple. Tout à fait, exactement. Et après, il y a des communes bien évidemment qui bénéficient aussi du fait genevois.
pour toutes les communes donc qui sont vraiment en petite couronne, grande couronne, comme on dit, de Genève. Oui, alors du coup, effectivement, plus la proportion de frontaliers est importante, plus l'impact des fonds frontaliers est important. À Saint-Julien, quand j'étais maire, c'est devenu la première recette de la commune. D'accord. Et encore, dans les communes urbaines, on a une proportion de logements sociaux qui correspond à nos obligations et qui permet de loger notamment tous les actifs et toutes les personnes qui font fonctionner les services publics. C'est 25%, c'est ça ? Alors, c'était 20%, c'est passé à 25%. Et donc, dans les logements sociaux, il n'y a pas ou très peu de frontaliers. Donc, dans les communes urbaines, la proportion de frontaliers est un peu plus faible que dans les communes rurales ou résidentielles. Donc, rapporté au budget, en fait, des communes telles que Archamps ou même des communes rurales peuvent avoir des fonds frontaliers qui peuvent être encore plus importantes et qui peuvent représenter une part encore plus importante de leur budget communal. Alors là, on a fait le tour des recettes, vous me confirmez ? Il y a deux petites recettes. Il y a les subventions. Subventions, oui. Donc de l'État, de la région, des départements, parfois de l'Europe, mais c'est plus rare à l'échelle des communes. Notamment pour faire des ronds-points, c'est ça ? Ça arrive parfois qu'on subventionne les ronds-points ? Pas l'Europe, mais... Et puis souvent les ronds-points, on les trouve plutôt sur des routes départementales, donc ils sont faits directement par le département. Et puis il y a les emprunts. Les emprunts, c'est une recette qui permet de financer l'investissement. Alors là, on a parlé des recettes, donc elles sont diverses. Maintenant, on va passer aux dépenses. Qu'est-ce que dépense une commune ? Et la principale dépense d'une commune, c'est de l'investissement en fait. Ça dépend de quelle manière on regarde. Il y a d'abord quelle typologie de dépenses. La première dépense, en fait, ce sont les charges de personnel. La masse salariale. C'est la masse salariale, oui. Donc, la plupart des services d'une commune nécessitent des personnes pour le faire. La voirie, les espaces verts, les ATSEM dans les classes, éventuellement des crèches quand il y a des crèches, un centre de loisirs, l'état civil, toute l'administration, tout ça, ce sont des ressources humaines. Et donc des fonctionnaires en fait. Ce sont des fonctionnaires. Dans les services. Pas toujours des fonctionnaires, il peut y avoir des contractuels, mais de plus en plus d'ailleurs. De plus en plus, effectivement, mais bon, essentiellement des fonctionnaires quand même. Et donc, en moyenne dans la commune, les dépenses de personnel représentent 50% des dépenses. 50% des dépenses d'une commune, c'est le personnel. Tout à fait. Deuxième poste, alors ça, encore une fois, quand on regarde par typologie de dépenses, après on va regarder par compétence, ce sera peut-être une autre manière de voir. Les charges générales. Les charges générales, ce sont quoi ? C'est tous les produits qu'on achète, donc l'électricité, l'eau, le papier, tout ce qu'on achète. Toutes les fournitures. Troisième poste, ce sont les charges financières, puisque les communes ont des emprunts pour financer leurs investissements, et ces emprunts ont des charges financières, c'est le troisième poste de dépense. Les subventions, les communes reçoivent des subventions, mais les communes donnent des subventions. Aussi, aux associations. Notamment aux associations. Et enfin, les investissements. Alors, les investissements, ça représente 15% des dépenses des communes, en moyenne en France. Là encore, c'est très, très variable d'une commune à l'autre. Il y a des communes, ça dépend de la croissance de la commune. Une commune qui est en très faible croissance, elle n'a pas besoin de beaucoup investir. Elle a besoin de renouveler, d'entretenir son parc d'équipement. En revanche, une commune qui est en très forte croissance, comme c'est le cas dans nos départements et plus particulièrement à proximité de la frontière suisse, à Saint-Julien, au cours du mandat auquel j'étais maire, en fait, à un moment, les dépenses d'investissement représentaient 50% des dépenses de la commune. Pour construire quoi, par exemple ? Pour construire un nouveau groupe scolaire, pour construire une nouvelle entrée de ville, puisque la commune avait réouvert une ancienne entrée de ville, puisque la commune avait une taille qui nécessitait d'avoir un nouvel accès. Donc ça, c'était des investissements tout à fait majeurs, mais aussi l'éclairage public, l'entretien de la voirie, l'isolation des bâtiments, la rénovation des bâtiments. Tout ça, ce sont des dépenses d'investissement. Et donc toutes ces dépenses-là, que ça soit des investissements, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire l'épargne, elle est aussi dans un contexte. Elles se font aussi ces dépenses-là dans un contexte où la facture énergétique, elle, a considérablement augmenté. Aujourd'hui, quand on est une commune, ça coûte plus cher de chauffer les bâtiments, le gaz coûte plus cher, l'électricité coûte plus cher. Ça, clairement, ça a un impact sur le budget d'une commune. C'est un impact majeur. Il y a deux choses qui vont avoir un impact majeur, qui ont eu et qui vont continuer d'avoir un impact majeur. Même peut-être trois. Il y a l'inflation de manière générale, parce que les communes subissent l'inflation également. Il y a l'inflation énergétique plus particulièrement. Mais il y a aussi des moyens de compenser, parce qu'une des grandes factures énergétiques, par exemple, c'est l'éclairage public. Oui.
Or, l'éclairage public, quand on change l'éclairage et qu'on passe au LED, on peut diviser par 10 la facture nous, dans notre, ce qu'on a fait par exemple à Saint-Julien, à la fois en modulant les horaires d'allumage de l'éclairage public et en passant au LED, on a pu diviser par 10 la consommation d'électricité. Ou alors, faut prendre l'exemple sur La Nuit est belle et éteindre l'éclairage public toutes les nuits. Ce qu'on a fait également, on met l'éclairage public jusqu'à 1h du matin, enfin, on le mettait jusqu'à 1h du matin et on le réallumait jusqu'à 5h du matin, ce qui gênait peu de gens et qui avait un impact majeur à la fois sur la qualité du sommeil, sur la biodiversité et sur la facture électrique. Après, certaines personnes se plaignent de l'insécurité qui peut régner. Ce qui est factuellement pas prouvé en fait, mais effectivement, il faut expliquer et accompagner ce changement et rassurer, parce qu'on n'observe pas de différence, voire au contraire en fait, il y a moins de personnes qui restent dehors à ne rien faire quand il n'y a pas d'éclairage public. Oui. Encore 2 questions avant de marquer une deuxième pause, Antoine Vieillard, dans cette émission. On parlait de la programmation des investissements. Il y a des investissements qu'on programme dans une commune et qu'on ne fait pas aussi. Alors, historiquement, les communes comptent leur budget de manière annuelle. Oui, on raisonne à l'échelle d'un an. Et or, il y a très peu de projets d'investissement qui se font en 12 mois. Et en fait, en moins de 12 mois, puisque souvent les communes adoptent leur budget en mars. C'est des temps longs. Donc, le temps est beaucoup plus long que l'exercice budgétaire. Et donc, bien souvent, en fait, les communes comptent tout leur investissement. Mais en fait, elles savent dès le départ que tout ne va pas être fait dans l'année. Et donc, quand on regarde le taux, on appelle ça le taux d'exécution. C'est-à-dire quels sont les investissements qu'on avait prévu de faire et qu'est-ce qu'on a fait à la fin de l'année. Et bien souvent sur l'investissement, on est sur des taux d'exécution de 2 tiers, 3 quarts seulement des investissements. Donc, il y a entre 1 tiers et 1 quart des investissements qu'on avait planifiés, qu'on n'a pas fait. Et qu'on fera, ça se décale sur l'année suivante. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais si on sait qu'on ne pourra pas le faire, pourquoi on le programme ? Parce que il y a un engagement qui est là, et puis parce que on ne peut pas non plus se retrouver coincé à ne pas pouvoir, si ça va plus vite que prévu, parce que ça peut aller dans un sens comme ça peut aller dans l'autre, à ne pas pouvoir mettre en œuvre un investissement parce qu'en fait on n'avait pas prévu qu'on irait aussi vite. Ou alors l'économie qui rejoint un peu la politique aussi, c'est peut-être ça ? C'est-à-dire en fait, pour la population, c'est bien de dire qu'on va faire plein de choses plutôt que de dire on va pas en faire beaucoup. Oh, bien souvent, les habitants n'ont pas forcément conscience de ce qu'il y a dans le budget. D'accord. Par contre, de plus en plus, un certain nombre de communes font ce qu'on appelle des autorisations de programme et crédits de paiement qui permettent de planifier l'investissement sur plusieurs années. Donc ça, c'est un énorme avantage, en particulier pour les services et pour les entreprises qui mettent en œuvre ces investissements. Ça leur donne une visibilité pluriannuelle sur le budget qui va être consacré à ces investissements. Et le déficit n'est pas possible ? Alors, le déficit n'est possible que pour les investissements. Que pour les investissements. C'est-à-dire que pour toutes les collectivités territoriales, c'est une règle qui s'applique aussi aux départements et aux régions. On peut contracter des emprunts seulement pour payer des investissements. On peut pas le faire pour des dépenses courantes. Pour payer son personnel, par exemple. On peut pas le faire pour payer le personnel. Ce que on fait à l'échelle nationale, tant pour l'État, dont les déficits sont tellement importants et depuis tellement longtemps qu'une partie des emprunts et du déficit servent à payer des dépenses courantes. Et c'est aussi le cas pour la sécurité sociale, où les déficits sur l'assurance maladie paye des remboursements de l'IPRAN, qui est pas une dépense qu'on fait pour les années à venir, c'est une dépense pour aujourd'hui, maintenant. Et donc ça, c'est très important à comprendre. C'est juste en fait d'emprunter sur des investissements. Je prends l'exemple d'une école. Quand on fait une école, dans notre cas, c'était un groupe scolaire avec 2 écoles pour 18 millions d'euros. Il aurait été injuste que ce soit seulement les habitants d'aujourd'hui qui payent cette école, qui va servir à tous les habitants pendant un siècle. Et donc l'emprunt, ça permet aussi de partager le coût du financement de cette école avec les habitants de demain, qui seront pas forcément les mêmes que les habitants d'aujourd'hui et ceux qui vont en profiter. Donc faire de l'emprunt pour l'investissement, il y a quelque chose de juste. Par contre, faire de l'emprunt pour des dépenses courantes, c'est-à-dire que je reprends mon exemple sur la sécurité sociale, l'assurance maladie et le de l'IPRAN,
Ce sont nos petits-enfants qui vont payer notre Doliprane. Et donc, si on ne peut pas emprunter d'argent pour payer son personnel, pour résumer, c'est comme ça aussi qu'on explique que des petites communes qui n'investissent pas énormément se retrouvent en difficulté pour embaucher parfois une secrétaire ou du personnel parce qu'en fait, elles ont peut-être des finances un petit peu complexes ou exsangues et elles n'ont pas de financement, elles peuvent pas s'endetter en tous les cas pour recruter du personnel. C'est comme ça qu'on explique parfois les difficultés des petites communes. C'est pas ce que j'ai pu observer. Alors c'est un peu particulier aussi. Parce que, mais c'est pas souvent les difficultés de recrutement sont pas forcément liées pour les petites communes, sont pas forcément liées aux offres de rémunération. C'est plus lié au profil. Hein. Ça peut être quelles sont les missions, les évolutions de carrière. Nous, on s'est aperçu par exemple qu'il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est la mutualisation. C'est-à-dire que on a mutualisé un certain nombre de services. Donc par exemple la police, on avait une police municipale, c'est devenu une police pluricommunale. On avait un service d'instruction de l'urbanisme, on le partage avec d'autres communes. Et quand on mutualise avec d'autres communes, pour les agents, ça permet d'avoir des évolutions de carrière. Ça permet d'avoir de la formation. Et de faire des économies aussi ? Ça permet aussi de faire des économies parce que typiquement, par exemple, sur le service de l'urbanisme, il y a une année, il y a une commune qui va avoir beaucoup de permis de construire et puis l'autre année, elle en aura moins. Elle ne peut pas changer ses effectifs d'une année sur l'autre. Alors que là, on peut partager les coûts et les réduire selon les pics et les creux d'activité des différentes communes. Antoine Vieillard est notre invité, ancien maire de Saint-Julien en Genevois. On va continuer à parler avec vous du financement des collectivités territoriales. En tous les cas, dans cette deuxième partie, on a retenu la leçon. Les principales recettes, eh bien effectivement, sont les recettes liées aux taxes, notamment taxes foncières. Il y a aussi effectivement tout ce qui est lié aux dotations de l'État. Il y a toutes ces recettes liées aux services que rend une commune et puis les dépenses, vous en avez parlé, dépenses d'investissement, dépenses aussi pour les capacités d'autofinancement, dépenses en personnel, vous l'avez dit, dépenses numéro 1 dans les communes et une commune qui résonne à l'échelle d'un an. Donc c'est vrai que c'est une période relativement courte, mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec une commune et surtout avec quel autre moyen que cela? Eh bien on va essayer de le savoir dans une troisième partie. Restez avec nous sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 19h03, pile, c'est l'économie autrement sur Radio Grand Lac. On est dans la troisième et la dernière partie de cette émission où on parle du financement des collectivités locales avec Antoine Vieillard, dirigeant de Kinetic Consulting, également ancien maire de Saint-Julien en Genevois. On a parlé jusqu'à maintenant de la construction du budget, quelles sont les principales recettes, quelles sont les principales dépenses. Maintenant, on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources de financement externes ? Mais avant de répondre à cette question, Antoine Vieillard, ce qui est intéressant, c'est de comparer la France avec la Suisse. Comment finalement on dépense au niveau d'une commune française et comment on dépense au niveau d'une commune suisse, puisque vous êtes à la frontière, donc vous connaissez bien les deux pays. En France, finalement, on va dépenser en moyenne 1 400 € par habitant. En Suisse, c'est plus. Comment on peut l'expliquer ? Alors, la dépense par habitant en Suisse est 4 000 €. Donc, c'est 3 fois plus que la dépense par habitant à l'échelle communale en France. Ce qui peut paraître étonnant puisqu'en fait les impôts globalement, les prélèvements obligatoires sont un peu plus faibles en Suisse qu'en France. Mais il y a deux facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est que le PIB par habitant en Suisse est plus de 2 fois supérieur au PIB par habitant français. Et ça, c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, la dépense publique, elle dépend pas que du niveau d'imposition, mais elle dépend aussi du niveau de l'économie. La dynamique économique. Exactement. Plus il y a de dynamique économique, plus l'État dépense. Plus les entreprises ont des revenus, plus elles payent des collaborateurs, plus il y a de recettes de la part de l'État, plus il y a de TVA, plus il y a d'impôts sur le revenu, plus il y a d'impôts sur les sociétés, et plus il y a de moyens pour les services publics. On aurait pu imaginer que c'était le contraire, parce qu'on dit souvent que la Suisse, vue de France, est une économie plus libérale, et que, à contrario, la puissance publique interviendrait moins dans l'économie. Vous êtes en train de nous dire que finalement, non. À l'échelle d'une commune, on dépense finalement plus qu'en France. En fait, plus un pays est riche, plus il a de dépenses publiques. D'accord. Et c'est assez net, notamment sur la question des hôpitaux. On s'aperçoit qu'en fait, les pays qui ont les systèmes hospitaliers les plus développés sont les pays qui sont les plus riches, qui créent le plus de richesses. Et cette richesse, elle finance des services publics qui sont en général de meilleure qualité. Et on sait qu'en Suisse, le taux de chômage est proche de 2,5% à peu près, qu'à Genève, on a 3,5%. Donc c'est vrai que ça fait rêver la France.
Alors il y a le taux de chômage, mais il y a aussi les horaires de travail, il y a aussi temps de travail plus élevé, le temps de travail plus élevé, les vacances, la retraite. Tout ça contribue. Et puis il y a la productivité du pays. Et au-delà du nombre d'heures de travail, il y a la productivité du pays. Chaque habitant en Suisse produit environ 70 000 euros de richesse. Chaque habitant en France produit 31 000 euros de richesse. Alors qu'on dit qu'en France, les salariés sont productifs. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Alors ils sont productifs sur les heures auxquelles ils travaillent, tout à fait. Mais comme ils travaillent moins, ils produisent moins. Ils sont plus productifs sur le temps de travail réduit sur lequel ils travaillent. Et il y a une raison que vous n'avez peut-être pas évoquée, mais pardonnez-moi si je me trompe, mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a 3 niveaux de collectivité, enfin 3 niveaux administratifs. Hein. Il y a la commune, le canton, l'État, et la commune a peut-être plus de pouvoir qu'en France, ce qui pourrait expliquer que finalement les dépenses dans une commune sont plus élevées qu'en France. Tout à fait. La répartition, la décentralisation en Suisse fait qu'il y a 17% de la dépense publique en Suisse qui est à l'échelle communale contre seulement 13% en France. Donc il y a comme le pays est plus riche, la dépense publique est de manière quantitative plus importante et il y a une part plus importante qui est à l'échelon communal. Ce qui explique quelque chose qu'on voit assez familièrement près de la frontière, c'est que dans presque toutes les communes genevoises, il y a une piscine, alors que même l'agglo d'Annemasse a du mal a réussi à financer, mais avec difficulté. Et la communauté de communes du Genevois, avec près de 50 000 habitants, n'a pas de piscine publique aujourd'hui. Donc les communes suisses, ce que vous êtes en train de dire, sont plus riches que les communes françaises. Les communes suisses peuvent avoir des niveaux d'équipement beaucoup plus importants que les communes françaises. À l'opposé, la Suisse a des dépenses publiques nationales qui sont beaucoup plus faibles proportionnellement en fait à la dépense publique, ce qui fait que nous on va avoir une armée avec une arme nucléaire, on a un siège au Conseil de sécurité, on a un réseau de consulats et d'ambassades à l'échelle mondiale, on a des infrastructures nationales de dimension internationale. Donc on a une part de notre dépense qui est beaucoup plus à l'échelon national que communal. Oui. Et puis 3 échelons territoriaux en Suisse, nous on en a quoi, j'ai pas compté, 5, 6, 7. Il faut partager le gâteau en plus de parts entre guillemets en France, donc ça veut dire qu'il y en a peut-être un peu moins pour la commune. On peut le résumer comme ça ou c'est trop grossi? La commune, dans les différents échelons, la commune est le deuxième, elle est quasi à égalité avec le département. D'accord. Donc la commune reste encore, malgré l'émergence des intercommunalités, la commune reste quand même un niveau de dépenses locales encore très important. Et la commune en France, pour revenir à la France, a énormément de compétences. Et alors, il y a aussi, non seulement il y a les compétences, on a abordé un certain nombre, on va le faire sans doute dans la suite de cette émission, mais par ailleurs, il y a ce qu'on appelle la clause de compétence générale. C'est-à-dire que la commune a le droit de s'occuper de ce qu'elle veut, en plus des compétences dont elle a l'obligation de s'occuper. Donc il y a l'enseignement, c'est ça ? Alors la première dépense, c'est l'enseignement. Oui. Ça représente un quart des dépenses de la commune. Donc ça peut couvrir à la fois le primaire, l'entretien des écoles, les ATSEM, mais ça peut couvrir aussi une partie de restauration scolaire, d'équipement, d'activités périscolaires ou de centres de loisirs. La deuxième dépense, ce sont les équipements. Dans les équipements, il y a les routes, il y a les aménagements publics, il y a les équipements sportifs, culturels, des gymnases, des salles de théâtre ou de MJC. Troisième dépense, c'est l'action sociale. Donc il peut y avoir toute l'aide sociale, dans les centres communaux d'action sociale ou toute l'action sociale de la commune qui peut être indépendante. Il y a un résiduel de développement économique. Le développement économique est beaucoup transféré aux intercommunalités, mais il peut y avoir encore un peu de développement économique, notamment sur le commerce local. Donc intercommunalité, c'est le regroupement des communes, hein ? Tout à fait, oui. Oui. Ça peut être communauté de communes, communauté d'agglo. Et puis il y a les dépenses de fonctionnement qui représentent 25% des dépenses de la commune. Alors ça peut sembler important, mais en fait dans ces dépenses de fonctionnement, il peut y avoir l'état civil, les passeports, l'urbanisme, enfin toute l'administration communale qui permet de faire vivre tout ça, qui ne peut pas être dédié spécifiquement à une des compétences dont je parlais tout à l'heure. Et l'emprunt, Antoine Vieillard, les communes peuvent emprunter de l'argent, mais elles empruntent auprès de qui ? Est-ce qu'elles vont toquer à la porte d'une banque comme on pourrait le faire nous, ou c'est un peu différent ? Non, c'est pas forcément exactement les mêmes banques. C'est pas la même porte et toutes les pas banques, les mêmes interlocuteurs. C'est pas les mêmes interlocuteurs et toutes les banques ne font pas, on n'a pas nécessairement une activité de prêt aux collectivités. Mais il y a pas mal de banques qui ont cette activité. Donc il y a donc des banques commerciales. Donc des banques commerciales. Et puis il y a aussi un organisme qui s'est créé il y a quelques années qui s'appelle l'Agence France Locale
qui est un organisme qui regroupe des collectivités territoriales, donc pas seulement des communes, il peut y avoir des intercommunalités, des départements et des régions, qui se mettent ensemble et qui, ensemble, font appel directement au marché financier. D'accord. Ce qui permet d'éviter l'intermédiation des banques, et du coup la marge de la banque, et d'avoir des emprunts à un coût préférentiel en accédant directement au marché financier. Et on en a parlé ces dernières années, il y a quelques années de cela, on avait vu que des communes avaient souscrit des emprunts dits toxiques, qu'on avait beaucoup simplifié en parlant de fonds pourris, fonds toxiques. Ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui ? Non, c'est interdit. Oui. C'est interdit. On a des communes de la région, notamment Saint-Étienne, de souvenirs, de mémoire, qui avaient contracté énormément de prêts toxiques, qui s'étaient vraiment retrouvés coincés entre guillemets budgétairement, qui devaient rembourser ces crédits-là. On peut dire que ça a été dans le bon sens finalement. C'était de l'argent facile. En fait, c'était des taux variables, c'est ça ? C'était des taux variables, mais alors le fait que les communes peuvent avoir des taux variables. Oui. C'est pas interdit d'avoir un taux variable. Mais c'est pas un taux variable qui est calculé selon une formule mathématique qui correspond à des choses qui correspondent pas du tout à la réalité de la commune. Donc historiquement, le problème qu'il y avait avec ces crédits, ces emprunts toxiques, c'est qu'ils étaient calculés. Quel Chambéry aussi, hein ? Oh, il y en a eu beaucoup, il y a même eu des hôpitaux. Mais c'est le taux d'intérêt est calculé par rapport par exemple à un taux de change franc suisse euro, qui n'a rien à voir avec la réalité de la vie de la commune. Donc ça a pu être très intéressant pendant quelques années, mais ça a pu être très défavorable pendant d'autres années. Tout dépendait de l'origine des fonds. Exact. Alors et puis de la variation du taux de change. Et donc il y a des communes qui se sont retrouvées avec payer des taux d'intérêt exorbitants parce que c'était le résultat de la méthode de calcul. Elles pensaient faire une bonne affaire et elles ont souvent fait une bonne affaire pendant quelques années, mais le taux de change ayant évolué de manière différente, ça leur a coûté très cher les années suivantes. Et il fallait provisionner ça dans le budget annuel de la commune. Tout à fait. Et ça voulait dire gréver certains investissements. Oui, mais il y a une responsabilité des banques qui ont vendu ces crédits, parce que c'est un principe, on ne doit normalement pas vendre un produit financier à quelqu'un qui ne comprend pas la nature du risque qu'il achète. Par contre, il y a des taux variables plus classiques, où ça évolue directement en fonction des taux d'intérêt. Ça, c'est pas forcément toxique. Le taux variable, il peut augmenter, mais déjà, c'est pas du tout dans les mêmes proportions que selon les formules mathématiques historiques. Et puis, d'autre part, il évolue. Les taux, ils augmentent quand l'activité économique est florissante et ils ont tendance à réduire quand l'activité économique est moindre. Donc, pour une commune, ça peut être intéressant d'avoir un taux variable, surtout que souvent, le taux fixe, ça n'est que l'estimation de ce que va être le taux variable plus la marge de la banque. En tout cas, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Les crédits toxiques sont interdits par la loi. On arrive déjà à la fin de cette émission, Antoine Vieillard, à 19h13 sur Radio Grand Lac. On sait que le poids des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire de la somme totale des impôts qu'on paye en France, c'est 45% à peu près à l'échelon national. On peut dire que la commune, elle y contribue grandement. Toutes les dépenses publiques y contribuent. Et donc, l'efficacité de la dépense publique, c'est un facteur clé de compétitivité du pays. Quand la dépense publique représente 45% du PIB, il faut que ces 45% ils soient bien dépensés. C'est ça l'enjeu, c'est dépenser moins, dépenser mieux ? C'est dépenser mieux, certainement. Dépenser moins, ça dépend de quelle priorité on accorde. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, en dépensant moins, on peut avoir une activité économique qui soit plus forte et du coup, d'avoir en réalité plus de ressources pour le développement des services publics. 2 questions pour terminer avec des réponses courtes, s'il vous plaît. Quel principal conseil vous donneriez à un maire ? D'impliquer, en fait, tous les agents. Bien souvent, les agents ont énormément d'idées d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique. Et c'est les idées de terrain qui sont les plus pertinentes. Donc écoutez la population. La population et les agents, en fait. Les agents qui font des dépenses au quotidien, qui bien souvent n'osent pas proposer des idées d'amélioration de la dépense publique ou ne savent pas à qui le faire. Et toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent sont des habitants. Quel conseil, quel souhait vous formuleriez, je vais y arriver, à l'égard des habitants ? Soyez des citoyens exigeants, oui. Et notamment en vous informant sur la situation financière de votre commune, sa capacité d'autofinancement et en demandant des comptes. On n'est pas que des consommateurs habitants, on est des citoyens, on est co-responsables
de l'efficacité de la dépense publique. Eh bien, Antoine Vieillard, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes le dirigeant de Kinetic Consulting, ancien maire de Saint-Julien en Genevois, pour nous parler donc du financement des collectivités territoriales. Et quant à nous, chères auditrices et chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle thématique. Et d'ici là, portez-vous bien sur Radio Grand Lac.